Des kilomètres carrés de lave en fusion. Le magma tisse sa toile sur le sol de la région Afar. Nous sommes dans le nord-est de l'Éthiopie. Dans cette zone, le risque d'éruption est permanent. Et pourtant, un groupe se rapproche de la lave. Je suis avec eux. Notre guide est un Lyonnais de 77 ans, réputé pour emmener les touristes là où personne ne va, au mépris du danger. On peut s'avancer encore, on peut tourner derrière, là, puis s'avancer là-bas. Ah. Guy de Saint-Cyr n'a peur de rien. Il nous mène jusqu'au bord du cratère. La paroi, constituée par la lave refroidie, est extrêmement friable. Elle peut s'effondrer à tout moment. Ah, là, on voit la bouche, là. « 80 mètres plus bas, le spectacle est apocalyptique. Une gigantesque marmite de lave. La température du magma est à plus de 1200 degrés. Ouais, non, là, mais là, vous savez pas si vous serez là, si vous serez encore là dans 10 secondes. Non, je ne le sais pas, effectivement. Et ouais, c'est dommage. Ah oui, 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 il y a deux bouches, là, oui. C'est vrai que ça a l'air fantastique, là. Non, non, viens voir, viens. Non, mais vous êtes sûr? Ouais. Je rejoins Guy, malgré l'appréhension. Viens, viens, viens. Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive. Non, mais parce que... Ouais, viens. Ah, attends, ouais, attends, ouais, attends, ouais, attends. ouais. Attendez, venez pas tous en même temps. Donne-moi la main, donne-moi la main. Ouais, ouais, attends. Ah oui, 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 d'accord. Avance-toi. Ah ouais, non, non, mais mets-toi à ma place, je recule. Viens. Ouais. Viens. Ah oui, c'est fantastique. Là, Ah oui, d'accord. Attends. Non, mais... Ah oui, c'est fantastique. Tu vois, là? Oui, je vois. C'est incroyable. Ah oui, c'est extraordinaire. Mais là, Guy, là. Oui. Là, c'est la passion qui vous fait venir ici. Mais oui, il faut voir ça, regarde. je suis d'accord, et c'est là, absolument grandiose. on comprend ce qui se passe, on entend. Regarde ces fontaines. Il y a des fontaines de lave, là. Ah oui, c'est absolument grandiose. Le seul problème, c'est qu'en dessous de nous, c'est craignos. C'est ça. Regarde, donc, on va pas rester trop longtemps. Non, on va pas rester longtemps. D'accord. Mais je voudrais que tout le monde vienne Il faut voir. que tout le monde puisse y aller. Allez, qui c'est qui vient, là? Allez, viens. Toi, t'es lourd, alors c'est pas le con. Voilà. Guy de Saint-Cyr joue avec le danger depuis plus de 50 ans. Il se dit chasseur de lave. Sa passion des volcans lui a permis de découvrir des décors dignes de films de science-fiction. L'expédition a commencé 2 jours plus tôt, à 100 km de là, dans ce que les Éthiopiens appellent le domaine du diable. Le Dalol est un lieu exceptionnel. Ici, ni cratère, ni lave. Et pourtant, il s'agit bien d'un volcan, unique en son genre. Venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir, c'est trop beau, là, venez voir. Alors faites attention quand même, hein. Essayez de ne pas mettre un pied là-dedans, hein. Parce que non seulement c'est acide, mais en plus ça peut être chaud. Ici, la température moyenne, ça peut être autour de 70 degrés. Le site est aussi dangereux que majestueux. À la saison des pluies, l'eau s'engouffre jusqu'à 4000 mètres de profondeur et côtoie la lave. Les vapeurs et les gaz remontent en surface et recréent chaque année pendant quelques mois cet univers sans équivalent. Une gigantesque baignoire d'acide sulfurique. Pour évaluer la dangerosité de cet acide, nous réalisons un test. Vas-y. Oui. Là, tu le trempes dans l'acide. Et après, on va comparer avec les couleurs. Ouais. Donc je trempe, hein, Alors Guy. vas-y, trempe-le dedans. Ouais. Jusqu'à moitié, encore un peu plus bas. Je vais faire attention de ne pas mettre le doigt. Hein. Voilà. Je peux ressortir, là? Ouais, c'est bon. Maintenant, tu peux le sortir. Ok. Et Bon, ça a maintenant, déjà nettement changé de couleur, là. voilà, alors maintenant, tu l'amènes par rapport au... Voilà, ici. D'accord. Tu vois, c'est entre
0, qui est ici, et 1. Un acide pur, vraiment pur, c'est 0. Ça veut dire que si je mets mon pied là-dedans, bah, il faut c'est pas, dramatique, parce que là, oui, c'est dramatique. Là, c'est dramatique parce que c'est vraiment de l'acide. Mais donc ça c'est de l'acide sulfurique. Donc ça mange, ça mange ce que tu mets dedans. Tout de suite, voilà. Donc ça mange ce que vous mettez dedans. Voilà. D'accord. D'accord. Ouais. Donc il faut être très prudent ici. Oui, oui, il faut être très prudent. Vous pouvez avancer. Guy ne veut surtout pas perdre de vue son groupe. En 2003, ici même, sur le Dallol, il a vécu un drame qui le bouleverse encore aujourd'hui. J'ai perdu une personne dans un groupe qui a disparu, qu'on a cherché avec un hélicoptère, qu'on a cherché par tous les moyens, et on l'a jamais retrouvé. Donc il y a plein de questions qui restent comme ça en suspens. Voilà. Je pense que je ne saurai jamais vraiment la vérité. Le corps de cette femme a été retrouvé 6 ans plus tard, sur un flanc du volcan. À part cet épisode tragique, et malgré la dangerosité des lieux, Guy n'a pas connu d'autres accidents en plus de 50 ans de carrière. La plupart des touristes qui voyagent avec Guy sont des passionnés de volcans et lui font une confiance aveugle, comme Vanessa et Fabrice. Allez, on y va? Allez. Qui se sont fiancés sur un volcan à Hawaï. Guy, c'est le deuxième voyage. Le deuxième voyage avec lui. On a fait un voyage d'un mois avec lui, ouais. Et là, c'est le deuxième, et ça fait vraiment plaisir de le revoir. On voulait absolument faire l'Éthiopie avec lui, pas avec personne d'autre. C'était lui ou on ne venait pas. Ouais. Vous avez chopé le virus des volcans et le virus Guy. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment un personnage. Vanessa, viens voir. C'est trop beau. Regarde. Pour découvrir cette pépite géologique, Vanessa et Fabrice ont déboursé 3 500 € chacun. Regarde toutes ces petites cascades d'anges, regarde. Guy a un CV long comme le bras. Après des études de géologie, il a gravi la plupart des volcans en activité de la planète. La passion dévore ce Lyonnais depuis qu'il a assisté à une éruption du Stromboli, un volcan italien, quand il avait 18 ans. Là, ça a été la révélation. Ça a été la révélation et je me suis dit, je veux voir les volcans. Je voudrais passer ma vie sur les volcans. Quand je suis à Lyon, j'ai mal de partout. J'ai mal ici, j'ai mal là. Quand je suis devant un volcan et que je vois du rouge en haut, mais j'ai plus mal nulle part. J'ai envie d'être en haut, j'ai envie d'aller voir le rouge, j'ai envie d'aller voir la lave. Voilà, je pense que c'est ça le secret. Car malgré la beauté de ce lieu, voir la lave reste le Graal pour Guy et les amoureux des volcans. Direction l'Erta Ale, le plus actif des 67 volcans d'Éthiopie. Pour cela, il faut traverser la dépression de l'Afar, un désert de 4000 km². La température dépasse fréquemment les 50 degrés. La dépression de l'Afar est une cuvette naturelle, située à une centaine de mètres sous le niveau de la mer. Ici, la Terre est en perpétuel mouvement. Alors, c'est la zone la plus instable de la planète parce que l'Afar est situé entre 3 plaques tectoniques qui s'écartent. Et l'Afar, il est coincé entre ces 3 énormes mâchoires qui tirent chacune d'un côté. Alors, l'Afar est en train de s'ouvrir, de se déchirer, de se fracturer. Cette forte activité sismique explique la présence des volcans dans la région. Après 3 heures de route, nous apercevons le panache de l'Erta Ale. L'objectif de Guy et son groupe. Impossible de grimper au sommet sans l'autorisation des Afars, le peuple local. Ce n'est pas un problème pour Guy. Dans le village au pied du volcan, il est connu de tous et très respecté. Hey, salam, no, salam, salam, ça va? Ça va bien. Oui, ici, ça fait peut-être une centaine de fois que je viens ici, ouais. Les Afars, c'est difficile d'être leur ami. Il faut au moins 7 ans avant qu'ils vous serrent la main et qu'ils vous disent bonjour droit dans les yeux. Mais quand vous êtes leur ami, c'est pour la vie. Et là, je dois dire que je suis très fier parce qu'il n'y a pas longtemps, il y en a un qui m'a dit « Toi, maintenant, tu es un Afar ». Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut faire. Aucune piste après ce village. La suite du voyage se fera à pied. Le sommet de l'Erta Ale est à 12 km.
un lac de lave s'y trouve, l'un des plus grands du monde. Nous marcherons de nuit pour éviter la chaleur. Tout le monde a ses 2 bouteilles d'eau. Tout le monde a 2 lampes. Oui. Tout le monde a le masque à gaz. Oui. Alors c'est OK. D'accord. Allez. Nous entamons l'ascension, accompagnés d'hommes en armes. C'est obligatoire. Nous sommes près de l'Érythrée. Les tensions sont fortes avec l'Éthiopie. En 2012, un groupe de touristes a été tué au sommet de l'Erta-Allé par des assaillants venus de l'autre côté de la frontière. Il faut 4 heures pour atteindre le lac de lave. Pourtant, après 45 minutes de marche, une lumière rouge apparaît. Waouh! Putain, on voit la lave, les gars. Ça, c'est bon. Alors, elle vient à notre... Ah, ça, c'est superbe, alors. Elle vient à notre rencontre. Oh là 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 là. Là, on a le cul bordé de lumière. Non, c'est trop bien. Vous avez jamais vu ça? Non, non, non. C'est la première fois que je vois une coulée comme ça qui sort de l'Erta-Allé. C'est la première fois. Donc on est face à un phénomène exceptionnel. Oui, tout à fait. En 15 ans, j'ai jamais vu ça. La présence de ce magma est un mystère. Il provient forcément du lac de lave, pourtant situé à plusieurs kilomètres. Guy a une explication. Une brèche souterraine s'est formée. J'ai l'impression que le lac de lave est en train de se vidanger. C'est-à-dire que la lave se retire dans le conduit. Donc ça explique la coulée qui est pas très loin de nous. Là. Voilà. Donc on y va. Ça, c'est un bonheur, ça. Bah ouais, on y va. Eh ben génial. Ibrahim, direct. Allez. Very good. Allez, ah, ça coule encore. C'est énorme, la coulée, énorme, énorme. Regarde d'abord. Au bout du chemin, Regarde. Regarde, il y a des sorties encore. la récompense. Une mer de magma s'offre à nous. Le lac de lave s'est bien vidé par une brèche souterraine. Un spectacle nocturne sans équivalent. Nous sommes des privilégiés. Ce phénomène n'avait encore jamais été observé sur l'Erta-Allé. C'est vraiment le paradis, même si tout ça ressemble à l'enfer. C'est quelque chose d'extraordinaire que tout le monde devrait voir. C'est quelque chose qui me fait rêver depuis des années que j'ai l'occasion de voir aujourd'hui. C'est un moment pour moi très très émouvant et voilà, j'espère que tout le monde a l'occasion de voir ce que j'ai vu. Ah oui, c'est l'aboutissement d'un rêve de plusieurs années. Ah oui, oui, c'est quelque chose c'est un volcan qui me fait rêver depuis très très longtemps. Et maintenant, ça y est, j'y suis, je l'ai enfin vu. Elles sont bien tes photos. Annick n'a pas encore tout vu. Demain, Guy et son groupe vont jouer avec la mort. Toujours sur l'Erta-Allé, vers le cratère principal. La zone est particulièrement instable. Regardez cette cassure, là. Regardez cette cassure. C'est brutal, c'est franc, ça c'est descendu d'un coup. Vous imaginez que là, il y a une semaine, quoi. Il y a une semaine, ce grand cratère, ce trou que vous avez devant vous n'existait pas. Un gigantesque effondrement s'est produit. Il y a seulement quelques jours. Ce qui était un petit cratère est devenu un immense gouffre qui ne cesse de s'agrandir. Alors ce qui serait bien, c'est qu'on puisse arriver à descendre là-dedans, traverser et aller voir la profondeur de ce puits là. Et ça, c'est fou, ça a complètement été modifié là. Complètement. Le gaz qui émane du cratère rend l'air difficilement respirable.
C'est normal, Guy, ça? Ouais, c'est normal. Non, pas du tout. Ah bon? Ça dure pas. Tu préviendras quand ce sera pas normal. Hein. Ça pique un peu. C'est les gaz de soufre, ouais. Et vous voulez aller au bord, là? Ah oui, oui. Mais vous avez vu que ça s'effondre? Ouais, ça s'effondre. Ça vous fait pas peur? Un petit peu, mais on va voir. Le groupe a une parfaite confiance en Guy. Pour ma part, je suis inquiet. Le cratère continue à s'effondrer. Écoutez, Des éboulements qui provoquent des nuages de poussière et de cendres. on sait que toute la zone ici est dangereuse. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu un bout de crête. On voit qui s'est très bien effondré. les fumées suite à Voilà. l'effondrement, là. Donc ça, c'est l'effondrement. Donc il faut s'approcher vraiment avec beaucoup de prudence, en sachant que dessous, c'est surplombant. Quand vous avancez même très lentement, comme c'est surplombant, vous ne savez absolument pas au-dessus de quoi vous avez les pieds. Certes, il y a toujours un risque, mais on essaye de le limiter au maximum en regardant un petit peu ce qu'il y a autour, les lignes de fracture, les zones dangereuses. Oui, bien sûr, on essaye de les deviner, bien sûr. Vous avez beaucoup connu la peur sur les volcans? Oui, oui, Vous avez vu votre vie défiler plusieurs fois? oui. Oui, ça, la peur sur les volcans, comme tout le monde, j'ai peur comme tout le monde. Bon, maintenant, vous sortez tous les masques, là. On va en avoir besoin. Là, je vous rappelle une chose, là. On marche sur un sol qui est fragile. On peut passer au travers d'une dalle, donc je passe devant. Si vous me voyez plus, c'est que c'est pas bon. Donc, vous revenez. Mais vraiment, laissez toujours de l'espace entre vous, qui est pas un poids de 2 personnes sur une dalle fragile. Oh là là, ils ont fait qu'à sa tête, Guy. Nous marchons sur de la lave froide. Guy est à quelques mètres du vide. Si le sol cède sous ses pieds, il chutera d'une centaine de mètres. Je pense que c'est une bêtise, là, vraiment. Guy, Ouais. vous êtes comment, là? Vous ressentez quoi, là? Là, c'est trop dangereux, tout est faillé, ça peut partir d'un instant à l'autre. Mais vous, là, On ne peut pas s'approcher plus. T'as vu un morceau partir? Là, ça s'effondre juste là, bon. Regardez. Allez, hop. Ça, c'est incroyable. Là, tu vois, c'est tout récent, donc c'est en train de s'équilibrer. Hein. Mais là, ça tombe là. Hein. Ouais. Bon, moi, je pense qu'il faut se reculer, Guy, là. Ouais, c'est bon. Pas de problème. Pas de problème, c'est bon. Mais Guy, ça veut dire que ça s'effondre à nos pieds, ça? En dessous, ouais. Ouais, bah oui, Mais là, c'est ça va, rassurant. c'est bon. Ok, on ferme les yeux, là? Ouais. C'est récent, c'est normal. Voilà, là, là, là. Ouais, mais le problème, c'est qu'on fait... Nous finissons par rebrousser chemin. Je crois que tu vas te faire engueuler. C'est très impressionnant. Honnêtement, j'ai eu peur. Hein. Oui, mais c'est En normal, fait, je tout le confonds. monde. Hein. Non, mais je suis désolé d'embêter avec ça. Bon, on a vécu un moment assez magique, mais pas très sérieux. Mais où est le sérieux là-dedans? Non, justement, je me pose la question. Non, tu as vu que j'ai pas été au bord. On s'est arrêté encore à 4 mètres du bord. C'est difficile, oui, c'est ça. Encore à 4 mètres du bord. Parce que là, oui, effectivement, là, c'était dangereux. Donc j'ai préféré m'arrêter ici, puis dire on va essayer de faire le tour, alors on va prendre le drone pour voir ce qu'il y a en dessous. Voilà. Bien sûr qu'on a envie de s'approcher, mais là, oui, c'est une connerie. Là, ça devient dangereux. J'ai été à la limite raisonnable. Ok, Impressionnant, mais raisonnable. si vous le dites, je vous crois. Grâce à Guy, nous avons découvert l'Erta Alley comme personne. La peur n'a jamais arrêté cet infatigable chasseur de lave et ne l'arrêtera probablement jamais. Allez, on attaque doucement là. On part doucement pour s'échauffer, puis après c'est bon. On va monter là en haut. Ouh, ça fait grand beau. La neige est bonne, c'est gelé. 4 heures du matin.
à 2600 mètres d'altitude. Essayez de poser le pied avec grâce et légèreté, pas comme des bourrins. Une cordée de 8 néophytes, accompagnés d'un guide, s'élance pour la première fois vers la haute montagne. Après, il y a le soleil qui va arriver, on aura plus chaud. Là, c'est vrai que ça fait froid. Ça va? Tout le monde a la forme? Bon, là, on arrive au jour, on va bientôt éteindre la lampe. En fait, on est parti de nuit. C'est pour s'habituer à marcher avec les lampes, parce qu'au Mont Blanc, on part de nuit. Et la neige est dure. Enfin, si on part plus tard, après, la neige est molle, c'est pas agréable. Et au point de vue sécurité, il faut mieux passer quand la neige est dure que quand la neige est molle. On s'arrête toujours sur un plat. Ils sont employés, psychologues, chefs d'entreprise, sous les ordres de Pierre Fontaine, guide de haute montagne depuis 40 ans. Ils sont venus crampons aux pieds, en bavés dans la neige. Qu'est-ce que vous êtes venu faire là, à 4 h du matin, dans la neige, dans le noir? Ouais, on peut se poser la question. Non, mais réussir quelque chose, quoi. Avancer, faire quelque chose de différent. Ouais, un défi. Ouais. C'est parti. Trois heures d'ascension par moins 5 degrés. Là, tu te tiens dans les rochers. C'est bon. Encordés les uns aux autres. Souffle bien. Tu souffles à chaque pas. C'est physique quand même. Sur un terrain où l'erreur ne pardonne pas. Et voilà. Sommet de la Bérengère. Bravo. Bon. Meilleur moment de la journée. On s'attend du Mont Blanc. Ouais, mais ça fait irréel. Hein? Je ne crois pas. Et on se sent tout petit. Tout petit et tout grand, en fait. Ce premier sommet, à 3425 mètres d'altitude, n'était qu'un entraînement. Avant le défi qu'ils se sont lancés, le toit de l'Europe. Toi, le Mont Blanc. Normalement, dans 3 jours, on est là-haut. Le Mont Blanc, 4808 mètres. Depuis sa première ascension à la fin du XVIIIe siècle, il fascine. Par sa beauté, mais aussi par sa dangerosité. Il tue jusqu'à 15 personnes par an. Chaque été, ils sont 20 000 à s'y mesurer. Seul un peu plus de la moitié atteint le sommet. Pour le groupe emmené par Pierre, l'ascension débute à 600 mètres d'altitude, à Saint-Gervais. Ça va, Philippe? Ouais. Moyen. Oh, pourquoi moyen, monsieur? Tant, ça va bien. Oh là, il y a un nuage. Ça va? Pour 3 jours d'entraînement et 3 jours d'ascension, ils ont payé chacun 1 900 €, plus 1 500 € d'équipement. Nathalie est psychologue. Ce sont ses amis qui lui ont offert le Mont Blanc pour ses 50 ans. On arrive. Bonjour Michel. Ouais, le retour, si le retour, c'est à pied, ça fait long. 4 guides les accompagnent, un pour 2 clients. La première étape est la plus facile. Un train à crémaillère emmène les alpinistes à 1800 mètres d'altitude. Pour Philippe, 52 ans, ingénieur né dans la Sarthe, c'était un rêve d'enfant. Un rêve qu'il va partager avec son beau-frère, qui s'appelle aussi Philippe. Bonne tête de vainqueur. Lui a 55 ans, il est chasseur de tête à Singapour. Ils vont emprunter ce qu'on appelle la voie royale. Ouais. Le chemin des Arandelis. L'itinéraire le moins technique, mais le plus fréquenté. Il pleut, on va remettre la veste. Jusqu'à 350 personnes par jour. Comme n'importe quel sentier de France, on y accède gratuitement. Et l'accompagnement d'un guide n'est pas obligatoire. Mais désormais,
ne montent que ceux qui ont une réservation en refuge. Voilà. Merci. Donc toi, Pierre, tu montes, tu vas coucher à tes trousses ce soir? Ouais, tes trousses. 8 clients, la liste. Ouais. Christophe est l'un des 3 guides de haute montagne payés par la mairie de Saint-Gervais pour effectuer ces contrôles. Il y a eu beaucoup trop d'abus, on a dépassé vraiment le... Ça devenait n'importe quoi. Il y a eu des agressions l'été dernier, des guides se sont fait agresser, des gardiens de refuge se sont fait agresser aussi. Des accidents, j'en ai vu pas mal. J'ai vu beaucoup de bêtises aussi dans cette montagne. J'ai vu des gosses qui se promenaient au Dôme du Goûter, qui avaient 9 ans, que le père avait laissé tout seul, alors qu'il avait continué au Mont Blanc et que son fils il repartait tout seul sur la trace. J'ai vu des aberrations qui sont innommables. Ceux qui seront surpris à camper sauvagement sur le Mont Blanc encourent désormais jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Un système qui permet de réguler le flux, mais qui ne peut rien contre l'inconséquence de certains alpinistes. Bien monté, bien. Avant le mauvais temps. Ces nuages qui montent de la vallée inquiètent Pierre. À plus de 3000 mètres d'altitude, la température peut en un quart d'heure passer de plus 15 à moins 15 degrés. Et les orages ici sont meurtriers. C'est un Allemand, il montait à un moment orageux, il s'est fait foudroyer ici. Il faisait une croix. Plus tu montes, les orages sont plus violents. En plus, là, on est sur une arête, toi. Ça fait comme un paratonnerre, on est sur une crête. Après 4 heures de marche, le groupe arrive au refuge, où il passera la nuit. Ah, tête rousse. L'un des 3 refuges de la voie royale, à 3167 mètres d'altitude. Vu la météo, impossible de savoir quand ils pourront repartir. Ils sont coincés ici. Il y a encore 3 jours, les membres du groupe ne se connaissaient pas. Entre eux, des liens se tissent. Et à 16 par chambrée, juste bien mettre les couvertures. La promiscuité ne fait que les renforcer. Petite union d'amoureux ouais, comme ça. Écoute, c'est super cool. Hein. Moi je suis à côté. On va se calmer. Pas d'électricité et à peine 10 degrés. C'est froid. C'est très très froid. Je pense qu'il n'y a pas de chauffage. Puis après, il faut dormir habillé. Puis éviter de se lever, quoi. Donc je prépare un peu tout. Où il est le plaisir là, de dormir dans une chambre froide, humide? Non mais il n'y a pas de plaisir. Hein. Il n'y a absolument aucun plaisir. Si on pouvait avoir la même chose, chauffée, avec la lumière, chambre individuelle, on saute dessus, quoi. C'est un peu colonie de vacances aussi. On leur planche quand on était un peu plus jeune, quoi. Oui, les amis. Tu me fais la bise. Amis. Pierre voulait attaquer le sommet aujourd'hui, mais il y a un contretemps. C'est pas beau, c'est tout couvert en dessus. Puis là, on est trop tard. À l'heure où il fallait partir, il y avait encore l'orage. Donc on va monter au goûter pour nous faire mal. Parce que demain, la météo est meilleure. Le refuge du goûter. La dernière étape avant le sommet. Le passage le plus technique et dangereux de l'ascension. 10 morts en 2017. Encordés par 3, un guide et 2 clients, ils vont devoir franchir ce couloir. Un passage de 50 mètres, accroché à une pente vertigineuse. Plaqué à la paroi. Ah, vous regardez vos pieds, je m'occupe du reste. Tac. Ça peut couler de la neige, des avalanches, tomber des pierres. Donc, si des fois on se fait attraper, il y a le câble qui nous retient. Voilà. Là, ça va, c'est pas trop dans. Par contre, après, quand le soleil va taper, la neige va ramollir et ça va commencer à couler. C'est au cœur de l'été, quand la neige a disparu, que les accidents sont les plus fréquents.
Sur cette vidéo, tournée en 2005, Pierre répare le câble de sécurité avec ses collègues guides. En plein mois d'août, il travaille au milieu des chutes de roches. Face au danger, un alpiniste ni encordé ni accroché au câble panique. Oh, déchiré en béton et oh. Ah ben on a vu un miracle. Il s'est arrêté, je sais pas comment. Il faisait encore 3 mètres de plus, il était mort, il était en bas. Lui, il peut aller à l'église. Brûler des cierges. Malgré le danger, beaucoup s'aventurent ici alors qu'ils n'ont pas le niveau technique et pas la condition physique. Comme cette jeune femme qui descend avec les moyens du bord. Virus. Regarde le travail. C'est une nouvelle technique. Tomber sur le cul, mort sur le cou. Attention. Comme chez les jeunes. Pourquoi vous descendez sur les fesses comme ça? Pas question que je descende ça à pied. Michel, le guide des deux beaux-frères, assiste à la scène dépité. C'est pas le bon exemple. Voilà. Ils prennent des risques. Quelquefois, oui, c'est fatal. Aujourd'hui, c'est plus un tourisme de masse, de consommateurs, d'altitude, voilà, les 4000. Mais voilà, ils négligent la préparation. Ce ne sont pas des montagnards, ce sont des sommiteurs. Voilà. Des sommiteurs. Comprenez, des consommateurs de sommet. 2 petits pas tout grimpant et tu souffles à chaque pas. À près de 3800 mètres d'altitude, le manque d'oxygène commence à se faire sentir. Les cuisses brûlent. Et le souffle est de plus en plus court. Comment ils s'en sortent? Ça va, ça va. C'est normal, hein. Normal qu'ils soufflent? Ah oui. C'est le Mont Blanc. Ceux qui disent que c'est facile, c'est qu'ils l'ont jamais fait. C'est vrai qu'on dit que c'est une promenade de Mont Blanc. Ouais, les promeneurs, ils vont pas venir, là, les promeneurs ce matin. Je les attends. Waouh! Au bout de l'effort, la récompense. Une vue imprenable sur la vallée de Chamonix. Ah putain, c'est beau. Excuse-moi, là je vais faire un peu de tourisme. Oui, Titi. Au loin, perçant les nuages, l'aiguille du Midi. Vous avez souvent vu des panoramas comme ça? Non. Non. Moi, ici, là, jamais. Tu les as qu'en photo, ceux-là. Ils se méritent? Il s'est bien mérité, ouais. La montée est un peu sévère, hein, quand même. Le refuge du goûter. À 3835 mètres d'altitude. L'un des plus hauts d'Europe. Un cocon d'acier inoxydable, capable de résister aux températures polaires et au vent qui souffle ici à plus de 250 km/h. De mars à septembre, 120 alpinistes du monde entier y séjournent quotidiennement. Antoine Ratin est le gérant du refuge. Ce guide de haute montagne s'est reconverti il y a 3 ans dans l'hôtellerie d'altitude, un métier où rien n'est simple. Comment ça va, Luc? Eh ben, peut-être y en rien. Tu galères? Non, ça va? Ouais, je galère. Elles sont prises dans la glace. Ah, d'accord. Tous les jours, il faut se battre avec les éléments. Là, comme il a neigé il y a 2 jours,
bah, ça nous a tout gelé, tout glacé. Et demain, l'hélicoptère arrive, donc il faut qu'on prépare tout. Nourriture, matériel, tout est acheminé par hélicoptère. Yep. Voilà. Puis j'ai mis un petit scotch. Le refuge fonctionne en autonomie. L'électricité est produite par des panneaux solaires et un groupe électrogène. Au cœur d'une réserve naturelle, rien ne peut être rejeté dans la montagne. C'est derrière ce hublot qu'arrivent les canalisations des toilettes, une machine utilisée d'habitude dans les sous-marins. Seul souci, elle n'est pas conçue pour une telle altitude. Du coup, une odeur douteuse embaume régulièrement le refuge. Allez, si tu veux regarder la production. Et pour pallier l'absence d'eau courante... C'est un peu tendu là. Hein. Donc, ça coule, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que sur les 24 mètres cubes de réserve, on a à peine 6 mètres cubes. Hein. Ils utilisent un fondoir encastré dans le glacier. C'est une plaque qu'on chauffe par-dessous en utilisant la chaleur du moteur, principalement la chaleur des panneaux thermiques. Donc ça va faire chauffer la plaque, donc fondre la neige qui est dessus. Et puis comme la plaque elle est inclinée de 2%, ma foi, cette eau elle coule. Et puis elle arrive par les tuyaux qui sont au-dessus. Et puis tout doucement par gravité dans les cuves. En cuisine, les plongeurs doivent s'adapter. Tu fais un côté avec de l'eau, puis tu fais l'autre côté avec la même eau. À la rareté de l'eau, hein. Faut faire gaffe. Faut l'économiser un peu, quoi. En salle, tout se paye au prix fort. 7 € la bouteille d'1,5 litre d'eau, 11 € la part de quiche, 114 € la nuit avec dîner et petit déjeuner. Pierre paye quand même sa tournée. Il a une bonne nouvelle à annoncer à ses collègues guides. Félicitations. Après plus de 40 ans d'une vie de célibat, Pierre s'installe enfin en couple. Pourtant, j'avais toujours dit, il ne faut jamais s'attacher sauf en montagne, mais tu vois. Ouais, finalement. Tu les vois un peu là au début. Pas évident de bâtir une famille quand, pendant 4 mois de l'année, on passe plus de temps en refuge qu'auprès des siens. Non, c'était pour la santé, alors. Payés entre 250 et 300 € brut la journée, les guides sont travailleurs indépendants et pour la plupart d'entre eux, exercent hors saison une activité secondaire. Pas d'âge légal de départ à la retraite, ils travaillent tant que leurs jambes et leur passion les portent. Tu vois, un métier, tu arrives au sommet du Mont Blanc avec quelqu'un qu'on a un peu bavé. Généralement, les gens bavent quand même, toujours. Et tu vois, voir les gens pleurer au sommet, parfois tu pleures avec eux. Il y a 2-3 ans, là, le père et sa fille. Donc le père était âgé, quoi, il avait 65 ans. On s'est retrouvés tout seul au sommet. Et physiquement, bon, ils avaient quand même bien donné. Et on a tous pleuré au sommet, quoi. Ça, c'était beau. Et puis, tu vois, même encore maintenant, ça me... Et puis voilà. Et ça, tu le vis pas ailleurs, quoi. Bon. Cette émotion au sommet se mérite. 2 heures du matin. L'assaut final, c'est maintenant. Vous faites, mes lentilles. Sous l'effet de l'altitude, et peut-être aussi de l'excitation, personne n'a fermé l'œil. Dans le local à crampons, c'est l'heure de pointe. Démarrage un peu brutal au goût de Philippe. Il y a 50 000 trucs à penser. Les chaussures, tu les guettes, les crampons. Il faut bien mettre le piolet dans le dos, pas oublier les gants, mettre la frontale, régler les bâtons. Enfin bon, ça prend un gros stress au départ, mais après ça va. Ok, eh ben, c'est parti. Allez, go. Ça va aller? On te dira tout à l'heure. Avec pour seule préparation 6 mois de footing intensif, il s'élance pour les derniers 1000 mètres d'ascension. Les plus difficiles. Pour commencer, 2 heures de marche dans le noir. La frontale braquée sur les crampons du collègue de devant.
C'est long, monotone. Ça tape un peu dans les jambes. Le souffle, ça va. Le souffle, ça va encore au pied, mais ça va. C'est maintenant, passé le refuge Vallot à 4362 mètres, qu'il va falloir du souffle. Comme des fourmis perdues dans l'hiver, les alpinistes s'accrochent. À cette altitude, le manque d'oxygène entraîne des maux de tête et des vomissements chez 70% des individus. Le vent est si fort qu'il peut déstabiliser une cordée. De chaque côté de l'arête, le vide. Il fait moins 15 degrés. C'est ici que la plupart renoncent. C'est dur, ça s'arrête plus. C'est dur. C'est dur vraiment? Ouais. Ça va aller. Vous allez y arriver? Ouais. C'est hors de question de s'arrêter. Plus maintenant. Pourquoi? On est trop près. C'est vraiment dur là? On en chie un peu, ouais. Mais on n'a jamais été aussi près. C'est maintenant. Le toit de l'Europe est en vue. Après 4 heures de marche. Comme le veut la tradition, Pierre offre le sommet à ses clients. Il les laisse arriver en tête de cordée. Ouais. Ah, merci Pierre. Hein. Merci Pierre. Merci. Ça vous fait quoi de les voir heureux comme ça? Ému. Merci Michel. Bravo. Toujours ému. Bravo. Ah, c'est un grand moment. À qui vous pensez là? À ma femme, mes enfants. Pourquoi? Voilà. C'est un peu dur. C'est vrai que dans les derniers moments, c'est un peu avec eux, quoi. C'est dur, ça, hein? Parce que c'est dur? Ouais, c'est très dur. Ah, il sera pour toi. On ne part pas au Mont Blanc, on le tente. Ce jour-là, tous ont réussi. Cool. C'est bon? Super. Génial, merci. Hein. Merci à tous. Allez. Il ne leur reste plus qu'à redescendre. Encore 7 heures de marche.